Évoquer les vécus des personnes queer d'origine étrangère, c'est oser voir la complexité de leur vécu, mais également la richesse de la diversité de leur identité. La visibilité a son importance pour l'inspiration ainsi que pour l'affirmation de soi, d'où le fait que les modes d'expression sont mixtes. Like coming out in my own experience was when I was 14, I was punished by my first boyfriend, my first relationship. And let's say with my closest family, my first group, my parents and my sister was okay because I think they know it already and they were only waiting the moment for me to say it, to admit it. And with the rest of the family, some of them took it well, some of them not, but I really don't care. Mon premier coming out, ce n'est pas moi qui l'a fait, c'est plutôt mon oncle qui a découvert en regardant par-dessus mon épaule que je parlais avec des garçons et ainsi de suite, et qu'il a dit à toute la famille. De là, ça a créé une grosse histoire, une grosse dispute. J'ai été renié par mon papa, j'ai entendu des phrases tellement absurdes, dont une qui m'est restée en tête, qui est Marc Lavoine, il a eu ça et il s'est fait soigner. Ça, j'oublierai pas. Mais ça a été super dur pour moi, qui était super jeune. Je devais avoir peut-être 9 ans ou 10 ans et je ne comprenais moi-même pas que ce que j'étais était mal. Et du coup, en fait, c'est les autres qui m'ont appris que c'était quelque chose de mal d'après la société super normée et hétéronormée. Et du coup, ça a été mon premier coming out et je pense que dans ma famille, ils ont cru que j'étais malade et que ça allait passer comme une maladie. Sauf que c'est jamais passé et que ce n'était pas une maladie, que je vivais mon homosexualité comme je l'entendais. Et avec le temps, j'ai rencontré un de mes ex-petits copains. Et là, mon beau-père a vu qu'il venait dormir à la maison. Il a vu qu'on allait dormir dans ma chambre ensemble. Et il n'était pas content. Et il a osé dire tu sais très bien que ta maman, elle n'aime pas ça. Alors qu'en fait, c'est faux. Ma maman, elle m'aime, moi. Et elle m'aurait jamais foutu dehors pour si peu. Et du coup, je suis parti de la maison avec mon petit ami de l'époque. Et j'ai fait une fugue. Parce que je voulais plus rentrer à la maison, je voulais plus subir justement tous ces mauvais traitements de faveur juste à cause de mon orientation sexuelle. Tout doucement, elle a commencé à plus accepter le fait que j'étais homo, tout en me disant, écoute, si j'ai pu te faire du mal quand tu étais jeune, c'est parce que jamais je me serais dit que ça pourrait arriver à moi. Je voyais ça dans les films et que je ne savais pas quoi faire. Je me suis posé la question du qu'est-ce que j'ai mal fait dans l'éducation et ainsi de suite. Et du coup, on a réussi à ouvrir une discussion. Puis est venu mon coming out non-binaire, du coup. On va dire que le coming out non-binaire, c'est pas vraiment un coming out pour moi parce que du coup, je passe par ma passion pour exister. Et comme elle voit que je passe par ma passion pour exister, au début, certes, elle se sent perdue parce que voilà, le maquillage arrive, les vêtements arrivent, la manière de parler aussi, les postures, tout ça. Mais elle voit qu'en fait, je suis bien, je suis heureux, que j'essaye de faire de ma passion, que j'arrive à lui ramener de l'argent pour payer les factures aussi, et ainsi de suite. Et du coup, en fait, elle est contente de la personne que je deviens, et elle sait très bien qu'on ne filtrera jamais le sang qu'il y a dans nos veines. Donc aujourd'hui, on vit assez bien, ma maman et moi. Je me maquille devant elle. Chaque fois que je sors, elle me voit maquillée. Parfois, elle est un peu en mode « Ah, c'est pas un peu trop ça ?» Et je lui dis « Bah, pour toi, peut-être que c'est trop, mais... » Pour moi, c'est pas assez. En fait, moi, les gens me disaient que je suis homosexuel, même sans savoir qu'est-ce que c'est être homosexuel. Et les gens me lançaient ça à la face que « Oh, mais Nick, t'es homosexuel, t'es un PD, t'es quoi ?» Et moi, je me disais « Mais en fait, qu'est-ce qu'ils disent ?» Je savais pas. Les raisons, c'est qu'ils disent que j'étais efféminé. Enfin, je suis une personne efféminée, une personne qui rentre pas dans les normes des hommes virils. Mon père me disait « Si un jour tu es comme les gens qu'on voit à la télé, je ne sais pas quoi, tu n'es plus mon fils. » Et ça, c'était avant même que moi je sache que je suis homosexuel. Enfin, là où vraiment on a eu la première discussion, c'était en 2013. Il y avait en fait le mariage homosexuel en France. Et au Burundi, comme dans d'autres pays africains francophones, on regarde beaucoup les télés francophones, françaises ou belges. Et on regarde, on est toute la famille et tout ça. Je ne sais pas comment ça s'est fait, qu'on est là à regarder le mariage pour tous. Et il y a mon père qui regarde le mariage pour tous et commence à lancer des insultes homophobes et tout ça.
Et moi, en fait, j'ai toujours été en fait une personne qui n'aime pas la discrimination. Et du coup, ce que j'ai entendu par papa mon père qui lançait ses propos, je lui ai dit, papa, arrête. Arrête de parler de ça, parler de mal de ces gens, tu les connais pas. C'est deux hommes qui se marient, qui s'aiment et tout ça, tu n'as pas le droit, tu n'es pas légitime, tu peux pas parler de ça du mal. Et lui, avec le contexte qui me disait toujours que je suis homosexuel et tout, il s'est retourné contre moi et a dit « Mais est-ce que tu acceptes ce qu'ils font ?» J'ai cette question. Est-ce qu'un jour, toi aussi, tu vas te retrouver, on va te voir à la télé en train de te marier avec un homme? C'était cette question-là. Je lui ai dit « Mais papa, si un jour j'aime un homme, bien sûr, je vais aimer un homme. » Mon coming out, je ne l'ai pas fait vraiment, en fait. J'ai pas, enfin, c'est ça le truc, c'est que je suis pas quelqu'un qui a eu besoin. J'estimais qu'en fait, il fallait pas me mentir, et donc il fallait être soi-même. Et que, s'ils découvrent, entre guillemets, le porno sous le livre porno sous mon lit, ils découvriront le livre porno sous mon lit. Et c'est à peu près ce qui s'est passé, d'une manière un peu bizarre. C'est que j'avais ramené mon petit copain à la maison, et j'avais le dernier étage au-dessus, où mon frère avait une chambre juste à côté. Et lui, il s'en doutait déjà pas mal. À l'école, j'avais fait une partie de mon coming out. Ça se savait très vite. Aussi parce que j'avais mon petit succès auprès des filles. Mais tout le monde se disait, comment se fait-il que Nordine, il réagit pas, tu vois. Et du coup, de plus en plus, on se disait, oui, ok, il est homo, quoi. Mais en même temps, je disais rien, je laissais faire. Et puis, à un moment donné, j'avais un copain et je vivais ma vie, quoi. Donc le coming out s'est fait comme ça, si vous voulez. J'ai pas eu le besoin de faire, et sans vouloir tomber dans le cliché, du papa-maman, j'ai quelque chose à vous dire. Non. Ça, c'était quelque chose qui m'énervait parce que j'avais l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. Pour moi, un coming out, c'est un peu le côté, je dois vous expliquer un truc négatif qui va vous déranger. Moi, mon côté, c'est plutôt, je suis très rentre-dedans, donc t'es pas d'accord, tu es en dehors de ma vie et c'est fini. Et c'est comme ça que les choses sont faites pour moi. Et en fait, ça a très bien fonctionné parce que mes frères et sœurs l'ont tous très bien pris. Et en fait, on a discuté et ça se passe super bien, en fait. Comme quoi, oui, ils sont musulmans et ils sont aussi gay-friendly. Ça peut le faire aussi. So my coming out was not really easy. So I always knew I was gay. Since I was little, I was dressing up my sister's Barbie dolls and like doing their makeup, doing their hair, making clothes. So my parents really didn't catch that hint. But so then I was around 13 years old. I met a guy, and it was the first guy I ever met. And we went to this little party, and it was the first time I made out with a man. And my brother was there. I have a twin brother, and he was there as well at the party. He saw it. So he told my mom, and my mom is a really strict German woman, and my father is in the military, so it's not really easy. So the moment I came home, she slapped me across the floor, and she said, I hope you die of AIDS. And from that point on, it went really violent. Then I left home when I was 15 to have my own way, because the situation was just unbearable and not really human to be there. At the end of the day, I went into institutions, boarding school, different kind of places, and just met wonderful people, and making my own path and leave the past behind. Moi, j'ai pas fait un seul coming out. J'en ai fait deux. Le premier coming out que j'ai fait, j'avais 13 ans. Et j'ai dit à un de mes frères, je pense que je suis bi. Je pense que je suis intéressé par les garçons et par les filles. Et lui, ça l'a un peu mis mal à l'aise. Je crois que ça l'a un peu perturbé. Donc il est allé le dire à ma mère. Et ma mère est revenue me voir. Et donc, à l'époque, j'étais vue comme une jeune fille, puisque j'ai été assignée fille à la naissance. Et donc, mes parents considéraient que j'étais de base hétéro. Et donc, ma mère me dit « Mais tu peux pas être attirée par les filles, t'as jamais eu d'histoire avec une fille ?» Et j'ai répondu « Non. » « Tu vois, t'es pas bi. » Donc, sauf que j'avais pas eu d'histoire avec des mecs non plus, donc c'est un peu compliqué de décider ça à ma place. Mais par contre, mon père, à cette époque-là, il disait pas mal de choses contre le mariage entre personnes de même genre. Et c'est un peu ce qui m'a décidé à faire mon coming out, c'est que je me sentais tellement en confiance dans ma relation avec mon père que j'ai osé lui dire que j'étais bi parce que je pensais que ça allait le faire changer d'avis. Et ça a été le cas, donc il a revu son jugement. Et puis par contre, mon coming out trans, ça a été un peu plus compliqué.
Donc là, je l'ai fait à 27 ans. Et ça faisait quelque temps que ça allait vraiment pas et je me rendais bien compte que je pouvais pas continuer comme je le faisais, à essayer de m'empêcher d'être qui j'étais. Il y avait déjà quelques personnes de mon entourage qui me parlaient au masculin, mais pas beaucoup. Et surtout pas les gens de ma famille, parce que je n'osais pas leur en parler. Mais un matin, j'ai appelé mon père, justement, pour lui dire que j'étais un garçon et que j'allais commencer à prendre de la testostérone et que j'allais certainement changer un peu physiquement, mais que c'était vraiment pour un mieux pour moi et que j'attendais de lui qu'il me soutienne. Et ça... Avec lui, ça s'est super bien passé parce qu'il n'a pas fait de commentaires, il m'a seulement dit qu'il était là pour moi et qu'il allait m'aider. Et puis après, j'ai pris chaque personne indépendamment de ma famille pour leur faire mon coming out. Et chaque personne a eu une réaction très très différente. Et ça n'a vraiment pas été facile pour tout le monde de me parler au masculin. Quand j'étais enfant, ado et jeune adulte, j'étais vraiment abonné aux pensées suicidaires et aux idées très 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 sombres. Parce que, disons que j'étais le reflet du message qu'on m'envoyait, c'est-à-dire que je n'étais pas censé exister. Et donc je m'en voulais perpétuellement d'être qui j'étais et de ressentir ce que je ressentais. Donc c'était difficile de me faire confiance, de faire confiance en mon ressenti et de faire quoi que ce soit pour me faire aller mieux. Donc la plupart du temps, j'essayais surtout de mettre sous silence ce que je pensais et j'essayais d'être normal, sauf que ça ne marche pas comme ça. Début des années 80, annoncer à ses parents, à sa famille, ses frères, ses sœurs, ses oncles et ses tantes qu'on est gay, c'était quand même un peu une non-normalité pour la société. Beaucoup de femmes et d'hommes gays, d'ailleurs, se sont mariés à l'époque, ont des enfants, et c'est bien plus tard qu'ils ont fait vraiment leur coming out, tandis qu'aujourd'hui, effectivement, en règle générale, je veux dire, bien sûr, il y a toujours des problèmes qui existent, mais en règle générale, on a 16 ans, on peut être derrière ce qu'on pense, qui on est, et s'assumer totalement. À l'époque, ça restait quand même quelque chose de très tabou. Alors oui, bien sûr, tout le monde savait que ça existait, mais je pense que pour les parents, la famille ou les amis proches, connaître quelqu'un qui ne fait pas partie spécialement de sa famille, ou de son groupe d'amis qui est gay ou lesbienne, ça passe, machin. Après, quand ça touche la famille, c'est ton frère, ta sœur qui t'annonce ça, ben dans les années 80, c'était pas la joie, quoi. Moi, déjà, j'ai commencé assez tard, je devais avoir 24-25 ans, quelque chose comme ça. Et bon, c'est vrai que à l'époque, je sortais qu'avec des filles, puis au jour au lendemain, c'était des garçons. Mes parents n'ont jamais rien compris. Mais j'ai été bien accepté. I mean, for me, I came out when I was about maybe 16, 17 years old to my mother. She was never ready for it, obviously. I come from South Africa. I'm in the Tswana culture, so it's very difficult for a black man to come out to their family, especially in terms of our cultures that we have in South Africa. It was a very difficult time for me and my mother to just get along, and it was just very difficult for her to just understand how I'm living this life and was this a choice or what happened to me. My dad also struggled with it, obviously, because he's the father and he's looking for a son that's going to be, you know, straight and get married to a woman and all of that stuff. So it was quite a difficult journey. But now my family embraces me as I am, loves me for who I am, because I think I've also helped them to understand that I'm just like anyone else. Personally, so for me, it took a long time for me to, obviously, I think you do come out to yourself and you come out to everyone, but I think you also have to decide on which spectrum of life you really live. Like, I know I'm very androgynous, I'm they, them, I'm non-binary. So I think it's also a journey for you to find yourself, even after coming out, deciding or feeling who you really are in this queer world that we live in. So I think for me now, I'm very comfortable in who I am. I embrace my feminine side, my masculine side, and I really love mixing that because, yeah, I don't think I'm just one thing. I think I'm a lot of things. J'ai fait le coming out à ma mère. Je me rappelle, c'était la première fois que j'allais avec ma mère à une chicha.
Et on avait passé une chouette soirée, etc. Et puis, d'un coup d'un seul, elle me raconte, elle me disait, voilà, comment tu te projettes, etc., tes projets et tout. Et puis voilà, je lui dis, voilà, mon projet, c'est que je suis en couple avec un gars. Et c'était marrant parce qu'elle a failli s'évanouir quand je lui ai dit ça. Elle a eu durant plusieurs années une incompréhension. Et il y avait même un moment où elle me harcelait, c'est-à-dire qu'elle me téléphonait plusieurs fois par jour. Et elle me disait, mais Sofiane, tu sais que c'est pas bien, mais tu sais, c'est interdit par la religion. Et elle, du coup, elle faisait plein de recherches sur Internet pour comment éradiquer et supprimer ce que j'avais en moi. Et donc, elle me disait tout et n'importe quoi, de l'exorcisme, d'analyser le sang pour voir s'il n'y avait pas plus d'oestrogène que de testostérone, enfin plein de trucs comme ça. Elle envoyait son sang à l'Arabie Saoudite, enfin des trucs. Et donc ça a été comme ça durant plusieurs mois. J'avais une colère en fait, j'avais une violence du coup qu'elle me donnait. Mon père m'a téléphoné une fois, et il m'a dit au téléphone, oui Sofiane, il faut que tu arrêtes tout ce que tu fais là, c'est n'importe quoi, il faut que tu te ranges, il faut que tu te maries. Et ça a été très loin dans tous ses propos. Puis il me dit, je te déshérite. En arabe, l'expression veut dire, entre guillemets, si je te vois dans la rue, par terre, je viens pas te chercher. C'est plus ça, c'est je te déshonore. Enfin, il y a un truc, je coupe les ponts. Et quand il m'a dit ça, moi, j'ai fondu en larmes. Aujourd'hui, moi, en tant que vieux de la vieille, en regardant ça de l'extérieur, je trouve bien souvent que c'était un peu du masturbage de cerveau. Voilà. Je trouve qu'on va un peu trop loin, notamment pour moi, donc nous on disait LGBT, maintenant c'est LGBTQ, maintenant c'est LGBTQ1+, bientôt ça va être exponentiel 29. Donc moi j'ai une question justement aux jeunes générations, est-ce qu'ils savent ce que notre drapeau veut dire? Et pour ceux qui ne le savent pas, notre drapeau veut dire la différence, et donc je crois que par ce mot-là, tout est dit. Donc effectivement, qu'il y a des trans, des transgenres, des gays, des lesbiennes, enfin, tout est là-dedans. Et aujourd'hui, on s'amuse à nous rajouter un triangle rose, un triangle blanc, un triangle bleu clair. Alors il faut savoir aussi que la jeune génération oublie peut-être, c'est qu'à la base, le drapeau gay avait la ligne rose et que les militants américains à San Francisco se sont battus justement pour enlever cette ligne rose parce que ça faisait trop cliché. Moi, gay, fétiche, arabe, dans le monde gay, il y a une espèce de discrimination sous-jacente qui existe, et ça me fait bien rire parce que quand il y a eu les premières réactions du Black Lives Matter, il y avait eu une conversation concernant le remaniement du flag, donc du drapeau gay, où on ajoutait la couleur noire, brune, le rose, le bleu clair pour les trans, etc. Donc on a créé un nouveau design. Et c'est évidemment, comme par hasard, le blanc, je dirais, j'aime pas dire ce terme, et puis en même temps, tant pis, qui était contre, mais qui ne voulait pas non plus écouter l'autre. Et je dis oui, mais ça peut être aussi un statement, ça peut juste, le fait de vous dire que ce drapeau peut exister, doit vous faire comprendre que, oui, il y a un souci. Et vous, n'étant pas capable de comprendre le message qui vous est donné, ben vous donnez clairement raison à notre point de vue. Enfin, il n'y a pas d'autre conversation là-dessus. Moi, je fais ça en mode freestyle, je ne me nomme pas, tu vois. Genre, je suis pas là en mode... je suis noire, bisexuelle, métalleuse. Moi, je suis Stella, tu vois. Et c'est en apprenant à me connaître que tu découvriras tout ça, tu vois. Il y a des potes à moi qui ont découvert qu'un an plus tard que je sortais aussi avec des filles, quoi. Pour moi, c'est pas des choses qui ont besoin d'être définies. Le simple fait que c'est un corps besoin d'être défini, il y a un problème quelque part, tu vois. Pourquoi ça a besoin d'être défini? Enfin, je sais pas, tu fais ce que tu veux, tu fais de mal à personne quand tu sors avec une autre fille. Qu'est-ce que ça peut te foutre, toi, tu fais dans ton lit, tu vois.
occupe-toi de ta vie en fait. Enfin, je comprends pas c'est quoi cette définition, et ça, moi, ça me donne juste mal à la tête en fait. Moi, je fais les choses comme je veux et ça te regarde pas, tu vois. Tant que je fais pas de mal, t'as juste aucun compte à me rendre. Je fais ma vie, j'assume ce que je fais, tu vois, c'est juste ça. À me mettre dans des cases ou des trucs comme ça je supporte pas les cases, tu vois. Je me sens vite emprisonné. On aime bien comme ça, essayer de me mettre des catégories et ça me donne mal à la tête. Je suis une personne non-binaire. Je n'aime pas être casé dans ces trucs de masculin, féminin. Non. J'aime bien la diversité. Je suis une personne queer parce que je suis plein de différences. Mais par contre, je me rappelle de la première fois que j'ai embrassé le premier garçon, c'était à 7 ans, c'était pas hyper gênant, mais c'était hyper difficile à comprendre, ce plaisir que je ressentais. Et quand je commençais ma puberté, c'est là que j'ai vu que j'avais des manières, des comportements différents d'autres garçons du même âge. Et c'est là que j'ai plus développé mon identité du genre. Et c'était super génial à découvrir. Pas à découvrir parce que c'était quelque chose de nouveau, mais à découvrir parce que c'était déjà quelque chose qui était en moi. Je veux sortir aujourd'hui en robe. Je veux sortir en robe. Je vais sortir en robe. Je veux sortir aujourd'hui en macho. Je vais sortir en macho. À qui ça regarde si je sors en macho, ni en robe? Ça, c'est Andy. Ça, c'est the bad bitch I am. Well, I think for me, I always knew that I was a woman inside. I can remember when I was 6 years old, you know, at school we had to draw ourselves, and I actually drew a girl in a pink dress. For me, that was just normal. But I think growing up in the 90s, I did not have the right information to really understand who I am. You know, there was a certain perception of this is how a man should be or act or dress, and this is how a woman should act, dress, or be actually. So for me, that really created a lot of anxiety, a lot of like internal battles. Je sais depuis toujours que je suis un garçon. Mais je sais depuis toujours aussi que je ne suis pas un modèle de masculinité, je ne suis pas un prototype du masculin, quoi. Je me rends bien compte que je ne suis pas binaire et c'est ça qui a un peu retardé mon coming out à moi-même, c'est parce que je ne me rendais pas compte que je pouvais exister, parce que je n'avais pas d'autres modèles aussi qui me ressemblaient. En plus, voilà, moi je suis né en 88, mon enfance c'était les années 90, c'était un peu, voilà... C'est pas le même contexte qu'aujourd'hui, quoi. C'est pas les mêmes... même s'il y a beaucoup de travail à faire encore dans les médias et tout, moi, je savais même pas qu'il y avait des mecs trans qui existaient. Je savais même pas ce que c'était la non-binarité, je savais même pas ce que c'était la binarité. Comment dire, en fait, il y a plusieurs styles de personnes. Il y a des personnes qui ont été jalouses parce qu'elles étaient justement coincées dans tout le malaise de cette société qui nous interdit d'être qui on a envie d'être. Et du coup, j'ai déjà eu des personnes qui m'ont déjà affirmé être jalouses de moi parce qu'elles n'arrivaient pas à s'ouvrir et qu'elles disaient que j'en faisais trop, du coup. Et ça m'a fait rire parce que je me suis dit, mais tu peux pas me dire que j'en fais trop et que tu es jaloux parce que j'en fais trop. C'est juste parce que toi-même, tu aimerais bien arriver à une ouverture d'esprit pareille que, justement, tu as cette jalousie. Mais au fond, on se connaît, on n'a jamais rien eu de mal ensemble, donc je comprends pas pourquoi on peut se détester comme ça aussi facilement. Je me définis souvent en fonction des autres. Par exemple, avec ma famille, j'ai toujours voulu être hors de ma religion et c'est un mécanisme. Quand j'étais avec mes amis blancs, je voulais être hors de leur culture. Donc en fait, j'étais chaque fois hors. Donc je ne savais pas qui j'étais, etc. Mais en tout cas, je voulais chaque fois m'extraire d'un groupe. Donc ça, c'était un peu ma philosophie avant même que je sache que j'étais gay, etc. I mean, I'm very non-binary for sure because I feel like words are just very dangerous because the more we define things, the more we constrict them and we limit ourselves into just saying, this is the word that describes me, this is who I am. So you actually do the opposite, you live in a box. So as much as it is important to have those words, especially for the trans community, you know, to also be recognized and to be called a respectable name. I also do think there's also the other side where it's just a lot is happening, a lot of words, a lot of this, a lot of that, and I try not to live by descriptions. I'm just free. I think at the end of the day, my parents just want me to be happy.
You know, I think they're not really religious, you know. But like I said, we had conversation between us, and I tried to explain that this is who I am. You know, I did not make this choice. You know, why would you make your life way more complicated than if you were born in the sex or being straight? You understand what I mean? So for me, it was having the conversation and then giving them the time to get used to the new normal. You understand? So that took time. That took time, definitely. Culture et religion. Ces deux éléments se rencontrent fréquemment, quitte à se mélanger et à se confondre. Si l'homophobie existe partout dans le monde, il s'avère qu'elle ne se manifeste pas de la même façon dans toutes les cultures. L'impact des persécutions au cours de l'histoire se fait autant ressentir de nos jours, car ces persécutions existent encore. Les conséquences sur le mental des personnes LGBTQ+, sont dramatiques, ce qui amène à ce que chacun trouve en lui des ressources pour développer sa propre spiritualité face aux violences de croyants de diverses religions. Avoir l'esprit critique, remettre en question et avoir le choix d'adhérer ou non à des dogmes est une liberté personnelle à respecter, car chaque expérience est unique. Mon rapport avec la religion, je pense que depuis que j'ai été enfant, j'ai eu un rapport avec la religion assez chaotique et en même temps distant. J'ai toujours eu une espèce de sens critique. Par exemple, quand moi j'allais à l'église, je me posais des questions. Pourquoi est-ce que je voyais une Vierge Marie blanche, que je voyais un Jésus blanc, mais que quand on parlait du mal, on voyait le noir? Moi, je me posais ce genre de questions étant petit. Je trouvais bizarre que dans la Bible, on dise qu'on ne se prosterne pas devant les idoles, mais que je voyais des gens se prosterner devant les idoles qui étaient des idoles de Marie, d'une femme blanche, d'un homme blanc. Je trouvais quand même ça assez... C'était contradictoire par rapport à ce qu'on me disait à la Bible. Donc, j'ai pris une distance. J'avais une certaine distance. Ça ne m'intéressait pas beaucoup plus que ça. Qu'est-ce que la religion a fait en Afrique? J'ai lu l'histoire de la colonisation, de l'esclavage, de ce que la Bible dit, de ce que la Bible a permis. Je me suis rendu compte que la Bible a permis l'esclavage. Elle a autorisé l'esclavage. La Bible a permis qu'il y ait l'homophobie, parce que l'homophobie institutionnalisée aujourd'hui qui existe en Afrique, c'est la religion qui l'a instaurée. L'une des véritables choses que la Bible a laissées en Afrique, c'est l'homophobie. Alors, mon rapport avec la religion est devenu très distant et très critique. Je suis vraiment très critique, que ce soit la religion musulmane, que ce soit la religion catholique. Je suis très critique à l'égard de ces deux religions. Et le judaïsme aussi, parce que je trouve que toutes ces religions, en fait, ont voulu emprisonner les hommes et se sont servis des faiblesses des hommes. Les Africains sont restés enfermés dans une espèce de prison spirituelle et psychologique avec la religion. Si l'Afrique a beaucoup de problèmes aujourd'hui, qu'elle n'avance pas, la religion fait partie. Et c'est quelque chose qu'il va falloir combattre. C'est des mythes, c'est des réalités qu'il va falloir briser. Parce que la religion fait vraiment une intrusion sans demander dans la vie des gens. Tous les homophobes en Afrique, la plupart qui sont homophobes, vous citeront des versets bibliques. Ils vous parleront toujours du fameux Sodome et Gomorrhe. Mais ils oublient qu'à Sodome et Gomorrhe n'a pas été brûlé parce qu'il n'y avait que les homosexuels. Sodome et Gomorrhe a été brûlé parce qu'il y avait des pécheurs. Un truc que les homophobes aiment bien utiliser, ce sont les Européens qui ont importé l'homosexualité en Afrique. Moi, ça me fait rire. Ça me fait beaucoup rire. C'est dire qu'avant les Européens, l'Africain n'était pas un humain, il n'existait pas. C'est très faux. Quand on lit l'histoire, en Égypte, chez les Kémites, en Ouganda, partout, il y a des traces des personnes homosexuelles. On a un roi en Ouganda, sa cour n'était constituée que de jeunes garçons. Il a fait la guerre pour aller récupérer un jeune garçon qu'il aimait. Ça c'est des histoires qu'on ne raconte pas. Il y a une tradition au Cameroun, une cérémonie d'initiation à l'Ouest où on initie le roi et tout. On sait ce qui se passe. On sait bien qu'il doit avoir des rapports avec des hommes. Ça se passe. En Afrique du Sud,
On a des rites là-bas, il y a des traditions là-bas où on envoie le jeune homme dans la forêt pendant des jours. Il doit avoir des rapports avec les hommes pour prouver qu'il est un homme. Mais ça, on n'informe pas les Africains de ce genre de choses. Déconstruire tous ces mythes autour de la religion. Malheureusement, aujourd'hui, à cause du colonialisme, à cause de cette imposition du christianisme dans les cultures africaines, dans les communautés africaines, c'est que soit les gens font semblant de ne pas connaître l'histoire, leur histoire, ou bien il y a aussi eu ce phénomène qui existe bien sûr, qu'avec la colonisation, les colons, ce qu'ils ont fait pour mieux coloniser, c'est d'effacer l'histoire, c'est d'imposer une autre réalité à ces peuples, et que ces peuples, en fait, ils savent plus, ou bien ils n'ont pas cette opportunité du savoir de sur la question de l'homosexualité. Aujourd'hui, on parle du christianisme qui est à la base de cette homophobie. Mais les gens, ce qu'ils ne savent pas, ou bien ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, c'est que ce n'est pas juste le christianisme comme on le sait, que tu te convertis et d'un coup tu deviens chrétien, mais c'est que ce christianisme, avec cette violence coloniale que les colons ont utilisée, ce christianisme est rentré dans les cultures. Que maintenant, moi, lorsque je parle avec un homophobe burundais qui dit « Mais ouais, mais toi, tu n'es pas un vrai burundais ou je ne sais pas quoi, tu ne respectes pas les valeurs et tout. » Et moi, lorsque je lui demande des raisons qu'il m'explique, la première chose qu'il va dire, c'est la religion. Mes parents, s'ils me voient et qu'ils me disent « Mais ouais, tu venais avec nous à l'église, mais c'était par contrainte. » J'étais forcé de partir écouter un prêtre ou un pasteur qui me condamnait tous les jours que je mettais les pieds dans ces paroisses. Les gens me disent « Mais t'es contre le christianisme ?» Je dis « Mais moi, le christianisme m'a été imposé. C'était pas mon choix. » Et c'est ça. Moi, quand une personne me dit qu'une personne musulmane, on ne peut pas être musulman et gay, pour moi, il y a une colère en cette personne. Enfin, c'est mon propos. Parce que toute personne qui est ici sur cette terre, si elle est sur cette terre, elle a le droit de vivre. Et j'ai jamais accroché avec la religion. C'est-à-dire que moi, c'est un truc qui est inné en moi, pour tout. Hein. C'est quand on me dit quelque chose, si on me force à faire quelque chose, je fais le contraire. Mais ça a toujours été le cas dans mon éducation et j'ai jamais suivi ce qu'on m'impose de faire. Je voulais toujours faire l'expérience d'abord des choses et pour me rendre compte un peu, on va dire, de l'existence, de certaines choses. La religion, on m'a toujours dit, il faut faire ci, il faut faire ça, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Pour moi, c'était une règle. On m'a imposé des choses et c'était des règles, des lois. Et donc, j'étais forcé à faire l'école arabe jusqu'à mes 16 ans. Et je les ai faits. Parce que c'était, on va dire, comme quand on a des cours, je sais pas moi, de flûte ou je sais pas, mais que tes parents ils te forcent et tu dois les faire et tu les fais, ou les scouts, ou voilà, c'était un peu le même truc. Moi, je priais pas. J'étais un peu dans la confrontation tout le temps avec mon père, avec ma famille aussi, jusqu'au point d'être, on va dire, en guerre et contre ma religion, c'est-à-dire que je voulais pas entendre ma religion à un moment. Enfin, quand je me suis rendu compte que j'étais gay, j'ai fait même tout le contraire. J'ai pas voulu traîner avec les gens de mes origines. Dès qu'on me parlait de religion, ça m'énervait. Donc j'avais quelque chose même d'épidermique. Parce que moi, je voyais très bien ceux qui faisaient le ramadan, je voyais très bien leurs vices. Et je préférais être avec des gens bienveillants, mais qui ne suivent pas la religion, que d'être avec des gens malveillants et des gens qui font le ramadan juste pour montrer à leurs parents ou juste pour suivre des choses qui ne savent même pas l'origine de leur pratique. La même chose pour la prière, la même chose pour plein de choses. Pour moi, je voulais pas. C'était plus de la représentation qu'autre chose, en fait, pour moi, la religion. Pour moi, c'est quelque chose qui se trouve à l'intérieur de soi et qui se travaille à l'intérieur de soi. Je pense qu'on est tous on est une seule personne, enfin, on est une seule unité. Et que si on fait des choses correctes, bienveillantes, on aura des choses bienveillantes. Et c'est ça la religion que j'aime pas, mais ça c'est dans toutes les religions, c'est qu'on veut se montrer dans son être le plus parfait. Mais alors un être humain n'est pas que bien, il est aussi mauvais. C'est qu'on diabolise tout
tout ce qui ne va pas, tout ce qui est hors de la religion, on le diabolise. Et donc, du coup, ça nous fait pour la santé mentale, c'est un peu compliqué parce que on a tendance directement à switcher vers l'autre côté et se dire que moi, j'ai eu des moments où je me disais, mais en fait, je suis le diable, quoi. Donc, et en fait, non, je suis pas le diable. Ils m'ont dit possédé, damné, ils m'ont dit hérétique, hystérique, ils m'ont dit démoniaque. Démoniaque. Dieu m'appelle la sorcière, ça tombe bien, j'ai horreur des princesses. Je suis hystérique et fière. Vas-y, bouffe tes bonnes manières et étouffe-toi avec des gorges profondes à ce qui paraît. En parasite, talons aiguilles. Je m'amuse à embrasser des filles. 666, le code tu le connais. Viens pas me faire la morale, même ton prêtre kiffe comment je vole. Mes inspirations viennent principalement de mon vécu. Ça veut dire qu'il n'y a aucune théorie préétablie. C'est-à-dire que moi, je me suis juste fié à ce que j'ai vu dans la réalité, quoi. Il n'y a pas de blabla. Et c'est non négociable. Ça veut dire que moi, j'ai une des idéologies qu'on dit des fois proches du nihilisme. Je ne crois pas en Dieu. Enfin, je ne crois pas aux religions. Et je dirais même que je suis anti-religion. Je suis bisexuel. Et je suis fan de musique extrême. Et je sais pas pourquoi. Et j'aime beaucoup écrire, mais ce que j'écris est plutôt sombre. C'est-à-dire que ce que j'écris, c'est ce qu'il y a autour de moi, ce que je ressens. Et que je suis plutôt pour la sincérité que pour les... Désolé, mais les niaiseries. Et pour être sincère, je trouve que ce monde est violent, donc mes écritures sont plutôt violentes. D'où mon orientation vers le black metal, que je trouve être la musique la plus sincère. En Côte d'Ivoire, on est un pays plus ou moins mixte au niveau des religions. Et de mon côté, en tout cas de la famille, on est plutôt musulmans. Cette partie musulman, en fait, a beaucoup impliqué ma vie. Parce que aujourd'hui, par exemple, au niveau famille, pour moi, en tout cas, il y a juste ma maman et ma petite sœur qui comptent. Et c'est un peu tout. Tout le reste de la famille, je l'ai un peu bazardé parce qu'ils sont à fond dans leur religion, ils ne sont pas prêts à s'ouvrir à moi non plus. Moi, on m'a un peu forcé, quand j'étais jeune, du coup, à aller à la mosquée, à prendre mes prières, à prendre mes ablutions et ainsi de suite. Pour qu'au final, quand je grandisse, ils apprennent que je suis gay. Du coup, beaucoup de personnes sont un peu contre moi. Ils me disent, oui, il ne faut pas mettre de piercing, il ne faut pas avoir les cheveux colorés, il ne faut pas s'habiller comme ci ou comme ça. Et personnellement, j'ai préféré juste fuir en fait, de cet univers qui est super toxique pour moi-même et pour mon épanouissement personnel. Après, je me considère pas comme musulman pratiquant. Je me considère musulman dans le sens où c'est la culture que j'ai appris quand j'étais jeune. Mais en tout cas, je ne suis pas pratiquant du tout. Parce que du coup, une partie de la religion, en tout cas, est contre moi. Et je ne suis pas prêt à faire partie d'une religion où les adeptes de cette religion tuent mes semblables, les discriminent, leur disent quoi faire et essayent de leader un peu leur vie. Toutes les thérapies de conversion ne fonctionnent pas, qu'elles soient faites par un imam, qu'elles soient faites par un camp évangéliste ou chrétien ou catholique, ça ne change rien. Aujourd'hui, par exemple, sur certaines applications, il y a beaucoup de jeunes qui affirment le fait que du coup, leurs parents les ont envoyés dans des camps pour pouvoir... des camps de reconversion. Et en fait, ils sont sortis de là-bas en faisant semblant, mais finalement, ils sont eux-mêmes et ça ne change rien, en fait. Au pire des cas, vous les mettez dans des camps de conversion et en fait, vous leur donnez la possibilité de rencontrer d'autres personnes gays, en fait. Réussir à s'assumer demande de passer par plusieurs étapes pour plusieurs personnes. Les expériences personnelles de chaque individu font que chaque façon de s'affirmer est différente l'une de l'autre. Dans ces modes d'expression existent les besoins de s'affirmer via, par exemple, le militantisme, les créations de modes et les expressions artistiques.
Il y a PD, il y a Salgué, il y a Kivume, ça c'est en Kirundi, il y a Reje, ça c'est en Swahili, il y a plus d'insultes que de compliments en fait, et c'est triste. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois dans la rue, on me lance des PD, on me lance des tarlouses, on me lance de honteuses et tout ça. C'est triste, ça fait mal pour des personnes comme moi. Ça fait très mal si on ne peut pas juste aller à l'encontre de ce qu'on nous fait dans la rue. Ça fait très mal. Et ce n'est pas toujours évident de pouvoir savoir gérer ce genre de moments. Mais je m'en fous de vos agressions, carrément. Accepte-toi dans ta globalité. Si tu as besoin de passer par un coming out, fais-le. Si tu ne ressens pas le besoin, il ne faut pas aussi avoir une pression, parce que je sais que nous, en tant que... moi, je suis d'origine marocaine et d'origine musulmane. J'ai des pressions de personnes blanches qui ne comprenaient pas ma manière d'être. J'étais autant compris dans ma communauté, communauté musulmane marocaine, et j'étais incompris par les gays blancs. Et tu n'es pas obligé de faire ton coming out. C'est-à-dire que si tu ne sens pas le besoin, ne le fais pas. Si tu sens que tu as des choses d'abord à vivre, autre que ta sexualité, ne le fais pas. Moi, j'ai eu au MSC, qui est le club queer dans lequel j'ai fait partie pendant longtemps, un des anciens présidents, l'un des plus anciens, qui est décédé maintenant, qui était ouvertement islamophobe. Il détestait les Arabes. Et j'ai dû faire face à ce type qui, d'ailleurs, ne s'est pas gêné de foutre mon année de Mister Queer un peu en sabotant. Et j'avais ce personne qui était proéminent dans le monde fétiche européen qui ne se gênait pas de me faire des remarques dégoûtantes, dont cette remarque une fois qui était combien de temps faut-il pour une femme musulmane de descendre les poubelles? 9 mois. Voilà. De toute façon, que ce soit dans notre communauté ou pas notre communauté, le racisme n'a pas sa place. Je pense que les gens doivent apprendre à profiter de la culture de l'autre, de l'ethnie de l'autre, de l'histoire de l'autre. C'est tellement enrichissant que de rester dans son coin en tant que bon belge ou bon italien ou bon espagnol, enfin peu importe. Le mélange de cultures est tellement génial et tellement enrichissant, ça peut tellement nous apporter que le racisme en soi, que ce soit dans notre communauté ou pas, je n'adhère pas, 2, je ne comprends pas. On a besoin de tout le monde dans notre société. Moi, j'ai connu encore l'époque, maintenant on le voit moins en moins, mais le no fat, no femme, no Asian, c'était sur un profil sur 10. Choquant, extrêmement choquant. Mais ça remet sur... C'est des choses qu'on lit, et d'office, on se voit soi-même, on a de l'empathie par rapport à ça. Moi, j'avais droit à tout, no spice, pas d'arabe, ou alors pire, les gens qui sexualisent l'arabe en étant l'espèce de fétiche où ils viennent avec, vous savez, tous les clichés total, vas-y, habille-toi en training, casquette, basket, joue les wesh et s'il te plaît, pique-moi mon portefeuille. Et j'ai juste envie de leur dire, mais mon pauvre gars, j'ai fait plus d'études que toi, je parle plus de langues que toi, j'ai un salaire qui est bien plus supérieur que le tien. Et tu viens essayer de me mettre plus bas que je suis, alors que je vais pas être désagréable, mais on n'est déjà pas du même niveau. Et à ce moment-là, je deviens cette personne désagréable parce que j'ai envie de le détruire. Et je me gêne pas de le détruire. Racisme, homophobie, même combat. Non. Le racisme touche tout le monde. L'homophobie, non. On a eu cette conversation avec un pote pendant le Black Lives Matter. Et on voyait des blacks, du Black Lives Matter, poster des choses homophobes. Et tu te dis, mais ils n'ont rien compris. Billy Porter
il a dit cette chose très intelligente. Vous vous demandez le respect pour votre couleur, mais vous n'êtes pas capable de respecter les personnes de votre couleur parce qu'ils sont un peu plus différents de vous. Vous êtes contre le mariage gay, alors que dans les années 60, c'était interdit pour un blanc de se marier avec une noire. Il n'y a pas du tout les mêmes couches de racisme. Le racisme et l'homophobie ne sont pas les mêmes choses. Je vais être très clair. Si on doit commencer à jouer sur cette espèce de calcul un peu malsain de qui est le plus, je dirais, discriminé, c'est certainement plus l'homosexuel de couleur. En tant que personne black, queer, non-binaire, tous les jours, je me fais traiter de PD partout, dans la rue, dans les transports en commun, dans les parcs. Je peux vous citer le nombre d'agressions que j'ai déjà vécues. Je me suis déjà fait lapider en rue, je me suis déjà fait suivre, je me suis déjà fait cracher dessus, insulter. Tous les jours, aujourd'hui, maintenant, je reçois des insultes ou des regards méchants. Enfin, on dirait que je joue la victime quand je le dis, mais en fait, personnellement, je m'en fous en fait, que les gens vont me traiter de PD dans la rue ou autre, parce que finalement, au niveau des termes et de ce que ça veut dire, pour eux, peut-être que c'est vrai, mais pour moi, en fait, je me sens bien en tant que PD. Je me sens bien en tant que femme, en tant que non-binaire, et du coup, traitez-moi de PD si vous en avez envie, mais en fait, ça va rien changer à ma vie. Et vous, par contre, enfin, les hétéros en tout cas, êtes-vous, enfin, j'ai envie de leur poser la question, êtes-vous content maintenant? Vous avez dit PD à quelqu'un dans la rue, comment tu te sens? Comment vous vous sentez? Genre, ton cœur est apaisé, tu penses toujours que le paradis va s'offrir à toi parce que tu m'as traité de PD et ainsi de suite. Et du coup, c'est un truc énorme, mais en même temps, ça me touche, mais en même temps, ça fait ma force. Ça, moi, je suis belgo-belge, je m'identifie à la culture dans laquelle j'ai grandi et on m'a jamais remis en question par rapport à ma nationalité. Par contre, on m'a remis en question par rapport à mon identité de genre et le genre qui était mis sur ma carte d'identité. Et donc le rapport au papier d'identité, par exemple, j'ai eu une courte période dans ma vie où ça a été très challengeant pour moi. Et en fait, c'est marrant parce que autant je n'ai pas le parcours d'une personne racisée ou une personne qui n'est pas de nationalité belge ou quoi que ce soit, mais il y a plein d'endroits dans mon parcours où je pourrais consciemment voir un point commun très emblématique avec une personne qui ne vit pas la même chose que moi, mais qui subit des discriminations qui ont le même noyau. Moi, j'ai été éduqué dans une société raciste et j'ai pas toujours eu conscience de ce que j'avais intégré de ce racisme-là. Et c'est vraiment à force de fréquenter des personnes qui étaient racisées et politisées que je m'en suis pris plein la gueule et que je me suis rendu compte des choses problématiques que je pouvais dire ou penser ou des choses que je pouvais présupposer de la personne ou de sa culture. Enfin voilà. Dans les communautés LGBTQIA+, il y a encore beaucoup de racisme et beaucoup de sexisme et de transphobie. Et il y a beaucoup de gens que ça étonne, des gens qui sont hétéro-cisgenres et qui me disent « mais comment c'est possible qu'il y ait du racisme dans les communautés gays, par exemple ?» Alors que vous avez vécu des discriminations, comment ça se fait que vous en reproduisez à l'intérieur de vos communautés? Et en fait, je me dis, c'est vrai que c'est dommage parce qu'avec les vécus qu'on a, on peut tellement facilement avoir de l'empathie et comprendre le fonctionnement de la discrimination. Mais en même temps, on ne peut pas demander non plus aux personnes concernées de faire tout le travail. Moi, par exemple, si on me prend comme une encyclopédie sur pattes de la transitude, ça me saoule. Et je n'ai pas du tout envie de dédier toute mon énergie à expliquer aux gens, ceux qui font de transphobes. J'ai envie qu'ils fassent le travail par eux-mêmes. Mais de temps en temps, quand je suis connecté à quelqu'un qui est important pour moi, j'ai besoin de lui expliquer ce dont j'ai besoin pour me sentir respecté. Avant de faire tous mes coming out, même avant juste mon coming out non-binaire, et avant que je m'autorise à maquiller dans les rues et ainsi de suite aussi, j'avais un background aussi, c'est que je faisais semblant d'être hétéro, donc je traînais avec des gens hétéros qui n'étaient pas spécialement de bonnes amitiés. Et du coup, en faisant semblant d'être hétéro, parce que j'étais, je ne sais pas si on peut le dire, habillé, pas comme j'en avais envie, mais plutôt comme la mode et comme les hétéros voulaient que le monde s'habille, bizarrement, je me faisais contrôler très 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 souvent. Bizarrement, j'allais m'asseoir dans un parc avec des amis, hop, la police allait arriver, nous contrôler. Depuis justement que j'ai commencé à me maquiller, à assumer ma féminité et ainsi de suite, j'ai plus eu aucun problème, mais vraiment aucun problème. Je pense aussi que dans la tête de certains policiers, quand ils me voient maintenant maquillée, ils se disent aussi « Ah,
ça, c'est pas un gros problème. C'est une personne maquillée, c'est un garçon maquillé, c'est un travelot, comme ils disent. Tandis que si j'étais habillé en bas-fesses ou en sacoche Lacoste ou peu importe, là, directement, j'aurais eu le faciès de quelqu'un contrôlé qui se balade avec de la drogue ou je ne sais quoi. Donc il y a vraiment cette idée du physique ou de la manière dont on est habillé, en fait, qui va changer le regard et la perception de l'autre. Alors, l'article 347 bis du Code pénal camerounais condamne toute personne prise en flagrant délit d'homosexualité. Déjà, l'article en lui-même est déjà contraire à la loi. Il insinue déjà qu'on entre dans votre vie privée parce que pour attraper quelqu'un en flagrant délit, il va falloir qu'on ait des informations que cette personne se trouve là à ce moment et qu'il a un rapport sexuel avec une personne de même sexe, ce qui est déjà quelque chose d'assez intrusif pour moi. Et je trouve que cet article 347 bis du Code pénal encourage les populations, encourage l'homophobie en place. Je suis en Europe aujourd'hui. Je peux parler ouvertement de ça. Je peux aller me plaindre si j'ai été insulté. C'est parce que les gays en Europe, les politiques en Europe se sont battus. Quand on parle des démarches de Stonewall, les gens aujourd'hui, ils profitent de la Gay Pride. Le premier à s'être levé, c'est Marsha P. Johnson qui s'est levé, qui a fait des riots à San Francisco avec ses amis trans qui étaient des latinos, qui ont marché. C'est un black qui s'est levé et qui a dit non, nous ne voulons plus nous laisser faire, nous ne voulons plus nous laisser tabasser à cause de notre sexualité. Et c'est aujourd'hui pour ça qu'on a la marche des fiertés, on a les droits et tout ce qui s'en est suivi. Il y a vraiment des Africains ici qui intériorisent leur homophobie. Et j'ai souvent cette remarque de personnes africaines immigrées ici qui me disent on ne doit pas forcément vivre notre homosexualité comme les Européens le vivent. Alors là, je suis un peu souvent scandalisé quand quelqu'un qui a quitté son pays, qui est ici, qui a quand même l'asile ici, il circule dans un pays où en tant que personne homosexuelle, il ne peut pas être inquiété, qui vient me dire que ici, je dois quand même essayer de me taire. Donc c'est comme s'il avait ramené avec lui des chaînes, des chaînes qu'il avait en Afrique, qu'il a ramenées ici et il continue à les porter mentalement et il essaye de vouloir faire aux autres de continuer à les porter. But what is the purpose? Like, if you want to blend in society, we need to understand people's fear. Because I think when people have homophobia, transphobia, they don't know what it is. They're uneducated about it. But there's also a fear factor. Like, oh my God, I'm this straight guy, but I have a trans woman that I have an attraction to. You know, a lot of those men, and this is an experience that I have, they don't have the language. They're like in this gray area. So I think what we can do is just normalize it. You know, educate people, but also don't be over the top. Like I said, less is more. And then people can forget the physical and see the human, the soul inside. And I think that's way more important. I think the problem comes from such like a long history. I don't think it's something that just came 100 years ago. I think our whole social society is constructed to a very binary way, actually, which doesn't work for people. Because I feel if you look at individuals, it's not white and black. A lot of people are in the gray area, you see. On est déjà effectivement un peu plus âgé. Être gay quand on était jeune, c'était pas évident du tout. C'était un combat de tous les jours. C'est rajouté très vite à ça la venue du sida. Ça nous a un peu miné notre jeunesse, puisqu'il y avait des peurs excessives, il y avait aussi évidemment beaucoup de décès. Donc quand on était jeune, c'était pas très drôle à ce niveau-là. Ben, le sida, en fait, est arrivé ici en Belgique, en gros, quand j'avais plus ou moins 20 ans. J'étais gogo dans une boîte, et très vite, avec cette boîte de nuit, on avait décidé de faire la Saint-Nicolas pour les malades. Alors, ça se passait déjà à l'hôpital Saint-Pierre, avec le professeur Clumet, qui est toujours là. C'était le couloir de la mort. On allait une fois par an, effectivement, porter la Saint-Nicolas, et il faut s'imaginer aussi que c'était l'inconnu, donc il fallait, dans certaines chambres, il fallait s'habiller de manière stérile, d'autres, il fallait porter le masque déjà, ça existait déjà, hein, le masque. Les gens partaient comme des mouches,
Il n'y avait pas la trithérapie, donc un ami qui vous disait j'ai le sida, ben on le voyait encore, déjà on le voyait dépérir à vue et à œil, et 6 mois après il était plus là. On en était arrivé à aller à un enterrement tous les jours, et en devant choisir à quel enterrement on allait, parce qu'il y avait 5-6 enterrements par jour. Aujourd'hui, Dieu merci, on a cette trithérapie qui existe. Et oui, aujourd'hui, moi, j'ai des amis qui ont le HIV depuis 20-25 ans et qui vivent très, très bien aujourd'hui. Le fétichisme, c'est quoi déjà? C'est l'attirance sexuelle pour un objet, un contexte, une partie du corps, procure un supplément dans la sexualité ou une excitation supplémentaire, voire unique. Il faut savoir que le fétichisme, c'est aussi une communauté, un ensemble de gens qui se connaissent, qui, au travers de ce point commun, comme vous pourriez avoir comme point commun des gens qui aiment être en cosplay et qui sont geeks, ou qui sont la communauté sportive, ou la communauté ceci, cela. Ce sont des communautés. Donc elles ont ces points communs. Et en fait, non, on ne s'amuse pas à se fouetter juste parce qu'au moment où on se voit, non. On boit un verre comme n'importe qui, comme n'importe quelle communauté. Pour moi, et pour quasi tout le monde, dans le monde fétichisme, c'est un deuxième coming out. J'ai eu des appâts visuels au travers de la musique. Alors, la plupart des gays qui sont queer vont vous parler de Tom of Finland, disant que c'est en regardant Tom of Finland qu'ils sont tombés dedans. Pour moi, non, pas du tout. Pour moi, c'était voir tous ces groupes de rock en cuir, la moto, le cigare, Marlon Brando. Il y avait un côté classique, il y avait un côté limite un peu bestial, animal, rock'n'roll, liberté. C'est sur ça que j'ai été intéressé. Le fétichisme, pour beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le milieu fétichiste, fait peur et est toujours relié au cul. N'ayons pas peur du mot. Voilà. Donc le fétichiste, il est là pour le cul et puis ça s'arrête. C'est pas vrai, c'est aussi un art de vivre, c'est aussi un art une manière de s'habiller, c'est comme le travesti qui va mettre sa belle robe en paillettes pour être sur scène, et ben nous on va mettre un beau cuir ou un beau latex pour être sur scène, à notre manière. Maybe I would like to try latex or leather, it's depending, I don't know, if I will try, I will be more interested like in the clothes and not like in some actions that I have seen, like for example in the leather people like wearing these big, I don't know, weapons or stuff like that. It's not like a thing in my mind or something that makes me horny or stuff like that. It's just curious about to try it on me and see how it looks. It's not for fashion, it's just to try like something different. Because I think also the feeling on your skin is different when you feel latex and leather. It's not the same like this type of shirts like cotton, stuff like that. And also the fit on your body looks different. So I think maybe that's why some people are interested in this kind of clothes, because it makes your body looks different and is like more attractive for some people in the visual look. Quand il s'agit de personnes de couleur, c'est très difficile de les voir s'émanciper. C'est toujours des conversations très difficiles quand on doit avoir en face de soi quelqu'un qui n'a pas encore pris 100% de ses capacités. Il ne croit pas encore en lui, de un. De deux, il a la contrainte de sa culture, il a peur du qu'en dira-t-on. Il ne vit pas pour lui-même, il continue à vivre pour les autres. De trois, il se dit aussi que le manque de visibilité des personnes de couleur, alors attention, il y a du travail là-dessus pour l'instant et c'est très bien, mais le manque de visibilité de personnes de couleur dans les médias fétiches, dans les marques qui n'utilisent quasi pas de personnes de couleur, eh ben ça donne comme image que ah bah bon, ok, c'est pas pour moi, je vais pas être bienvenu. Ça se fait assez souvent en fait. Qu'on vienne nous voir, moi personnellement me voir en me disant oh oui, beau black et ainsi de suite, est-ce que tu en as une grosse ou des trucs dans le genre, et
Enfin, c'est pas OK, en fait. C'est vraiment pas du tout OK. Je sais que ça arrive aussi à des personnes qui ont des handicaps, qui sont vraiment fétichisées, et c'est vraiment dégueulasse aussi. Des personnes trans aussi, ça arrive souvent devant moi dans les transports en commun quand je suis avec mes amis qui sont plus trans ou autres, qu'il y ait des gens qui nous regardent, qui ne nous connaissent pas et qui commencent directement à se toucher ou autre. Enfin, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Il y a un problème dans la tête des gens, parce que les gens sont attirés par quelque chose, mais pas attirés par l'entièreté d'une chose. Ils pensent juste aux stéréotypes qu'ils ont, et les stéréotypes construits et super racistes, en fait, d'une personne, pour pouvoir kiffer ça et pour pouvoir un peu se changer mentalement en se disant « Ah, waouh, je l'ai fait avec une noire ou je l'ai fait avec une trans, oh tiens, ça sort des concepts reçus, je vais continuer à avoir le plus de noirs possible ou autre. » Et c'est assez dégueulasse, en fait, de créer toute une culture là-dessus, comme les négrophiles, par exemple. Enfin, c'est un truc que j'essaie d'éviter le plus possible, parce que se faire fétichiser juste parce qu'on est black, c'est pas OK, c'est pas OK, et ça fait mal, en fait. Ça fait mal de se dire qu'on risque de donner de l'amour à quelqu'un qui, elle, pense juste à ce qu'elle a en tête vis-à-vis de nous-mêmes. Dans d'autres cultures, à d'autres époques, en d'autres temps, en d'autres lieux, je suis un dieu. Je suis poète et j'écris des slams et des sketchs pour le cabaret, des choses comme ça. Mais disons que je ne fais pas des discours en fait dans les poèmes que j'écris ou dans les chansons que j'écris. J'utilise vraiment la poésie et l'humour pour essayer d'amener les choses de manière pas forcément moins frontale, mais pas culpabilisante et pas donneur de leçons. Parce que ce que j'essaie de faire, c'est d'amener vraiment mon ressenti par rapport à quelque chose, et que ce soit sous forme d'histoire un peu métaphorisée ou bien sous la forme de quelque chose qui est plus émotionnel, parce que j'ai envie que les gens ressentent mon émotion avec moi. Donc c'est un peu comme ça que je travaille. Puis à côté de l'écriture et du chant, je fais pas mal de dessins aussi. Et alors dans le dessin, je fais soit des autoportraits, soit des portraits d'autres personnes queer. Et c'est des portraits où j'ai envie de les représenter pour montrer toute la beauté que je vois dans ces personnes-là. Et des fois, je leur demande c'est quoi ta fleur préférée ou ta couleur préférée. Comme ça, j'utilise quelque chose qui plaît à la personne. Et je peux donner une représentation vraiment célébrante en fait, de la beauté spécifique de la personne. Et avec la danse, j'exprime, en fait, ce que je remarque, c'est que j'exprime beaucoup de colère avec la danse et aussi de la sensualité. Au mois d'août, j'ai fait un show avec deux personnes, deux amis. On fait un show qui s'appelle Trinity. Et après ce show-là, j'ai eu de retours de personnes qui m'ont dit « Mais Sofiane, tu as réveillé des choses en moi, tu as réveillé l'enfant qui était en moi, tu me donnes envie de refaire des choses que j'avais plus fait depuis longtemps. » Et ce genre pour moi, ça veut tout dire. Pour moi, c'est ma mission, si c'est une mission, elle est accomplie, c'est de réveiller un peu les gens et de se dire que l'enfant qu'on a en nous, c'est bien parfois de le faire sortir, quoi. Je ne viens pas niquer des mères, y en a marre, ils se la pètent. Moi je suis né en temps de guerre, y a personne qui m'arrête. Ta gueule avec ton rap capitaliste, t'as oublié tes racines, le goût des arachides, quand y a plus rien dans le fridge. Je suis trop blasé pour vos égo trips, bande de sales égoïstes. Sache qu'on appartient à la terre et non l'inverse. Faudra-t-il qu'il monnaie l'air pour qu'enfin tu la fermes avec ton rap fiction à la con, y a aucune émotion. Compte pas sur moi pour danser avec toi, je risque de t'éclater le bras. Tu n'y crois pas? Bah viens, ce qui se trouve entre tes reins, finir broyé par mes mains. C'est pas ma faute si t'es vilain, alors vire de mon chemin. Moi là, j'ai regardé un reportage sur le métal en Afrique globalement.
Il y en a un petit peu en Angola, au Mozambique et en Afrique du Sud, évidemment. Et sinon, je pense que s'il n'y en a pas beaucoup en Afrique, c'est principalement... Peut-être que je me regarde de la question là. Mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup en Afrique, c'est principalement parce que c'est quand même une musique qui demande beaucoup de matériel. Bah, guitare, batterie, les amplis, c'est quand même pas donné. C'est beaucoup de matériel. En Afrique, ceux qui écoutent la musique n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Mais il y a du métal extrême en Afrique, c'est juste très rare et c'est plutôt mal vu parce que c'est encore des pays où ils croient beaucoup aux religions. Et comme tout le monde pense que le métal c'est du satanisme, enfin dans le courant de en tout cas dès que j'écoute du métal, les gens sont là en mode ah Satan et tout ça, je suis là, ok. Et c'est plutôt mal vu en fait. Et sinon à Bruxelles, ouais, je connais pas vraiment de Burundais ou de Renois qui écoutent autant de métal que moi, mais j'en ai déjà croisé quelques-uns, c'est plutôt rare, mais j'en connais. Mais la majorité que je fréquente, c'est plutôt des Européens. Ouais. J'ai aussi été musicien. Alors c'était fabuleux parce que le côté rock'n'roll, gay, gaucher, c'est une guitare gauchère que j'ai ici. Je la ramène un peu comme ça, vous la voyez. Eh ben, cette période-ci a été très importante parce que je voyageais partout en Europe et je me suis permis de mettre mon petit grain de sel, ma personnalité, dans cette diversité, justement, artistique. J'ai mélangé le fétiche, le rock'n'roll étant gay, dans des soirées qui ne l'étaient pas. Et ça, c'était super. J'ai pu amener mon grain de sel, j'ai pu amener ma culture. J'ai en fait importé, comme un ambassadeur, on peut dire, ma culture. Et pour information, le monde métal, le monde rock est plus ouvert qu'on croit. Ça, je veux aussi qu'on le sache. C'est vraiment un chouette monde. So I'm a ballet, contemporary African and jazz dancer. So I'm a dancer, I'm a choreographer, and I teach as well. So for me, it's two different things. I'm a dancer, which I love, but it's been a long time. But I feel more passionate about being a choreographer because that's telling stories, and I love to tell African stories and queer stories. Just to share to more people and for people to understand, especially where I come from, where other people come from, and the differences that we have. So for me, my passion is obviously art, and it keeps me alive. Definitely my friend who is Zanele Moholi, who's a visual artist who is just incredible. She has kind of mentored me into just owning the kind of activism that I do in my work. Because I never saw it like that. I never thought that, oh, I'm an activist or whatever. But she just made me realize that, like, that's really what you do. You know, who you are is a very natural and expressive part of who you are. And people need to see that, and you need to focus on that. So it's very important for me to be always myself because I love the fact that if I can affect someone and inspire someone, that just makes my job just so easy. Je suis un artiste queer non-binaire, une danseuse, une performeuse. J'aime beaucoup de styles de danse différents comme le krump, le hip-hop, la danse africaine, mais surtout le voguing. Cette danse qui est issue de la communauté ballroom, créée dans la fin des années 60 et début des années 70, qui a évolué jusqu'aux années 80 et qui s'est fait connaître grâce à Madonna, qui s'est beaucoup plus fait connaître grâce à Madonna qui a un peu volé la danse de la culture. Alors la ballroom, c'est un lieu safe qui a été créé par des personnes trans de couleur et latinx, donc ça veut dire les personnes noires et les latinos, etc., dans les États-Unis. Quand je dis que c'est un espace safe, c'est que c'est un espace safe pour les personnes de couleur qui subissent déjà le racisme, mais qui est aussi pour les personnes trans et LGBT de couleur qui subissent souvent de la transphobie dans le milieu gay et aussi le racisme aussi dans les milieux gays. Alors pour moi, en tout cas, la ballroom, c'est un univers où je me sens bien, où j'ai appris à devenir plus moi-même, à être plus fier de mon propre corps, à me sentir aimé, me sentir apprécié, et, vraiment un endroit où j'ai pu m'épanouir. Je pense que mon travail de performeuse, danseuse, où certaines de mes pièces ont pu inspirer certaines personnes quand même à s'ouvrir
à leur côté plus queer, plus non-binaire ou plus trans, peu importe. Un message que j'ai donné aux jeunes, ce serait tout simplement de vivez votre vie. Vivez votre vie et le reste, on s'en fout. Arrêtez de perdre du temps en vous posant des questions. Vous avez envie de mettre des bas nylons, mettez des bas nylons. Vous avez envie de mettre des plumes, mettez des plumes. Vous avez envie de mettre du cuir, mettez du cuir. Vous avez envie d'être en duo, en trio, en quatuor, enfin peu importe, vous adorez les gangbangs, faites. Arrêtez de perdre votre temps et arrêtez de vous poser la question, est-ce que c'est bien ou c'est mal? Inform yourself about what is going on. Read, look for help, and don't try to change it. Pour tout jeune, moins jeune, en tout cas toute personne se découvrant gay, bah déjà restez vous-même. Vous êtes votre propre richesse. Hein. Il y a des lieux qui sont des lieux safe, des lieux où vous serez vous-même. Sortez de chez vous, rencontrez des gens, cultivez-vous, s'il vous plaît. Rappelez-vous ceux qui sont combattus pour vous. Surtout, amusez-vous. Si t'es homosexuel, marocain, noir, si t'es trans, etc., voilà, tu as de multiples facettes en toi et tu as l'occasion de pouvoir les accepter dans des groupes, dans des communautés, etc. Et donc, je pense que je te conseille d'aller là-bas. Et je pense que mélanger toutes les minorités, bah, ça nous fait encore plus grandir. Donc, je te conseille de croiser toutes tes parts en toi et de voir un peu ce qui en découle, quoi. Le jeune qui m'écoute, qui se découvre, qui s'assume, surtout si c'est un homme, enfin c'est un jeune migrant comme moi, une personne noire et tout ça, dans des situations avec les identités, tu vas faire face à beaucoup de problèmes. Il y a une homophobie partout, nous aussi qui s'assument, on se bat au quotidien. Ils ne doivent pas se sous-estimer, avoir de la valeur, de la dignité et surtout, faire à ce que notre entourage nous respecte, parce que c'est aussi important le respect. De renvoyer cette image positive-là, de dire « je suis gay, je suis noir, je suis fier », peu importe ce que vous direz, j'ai de la valeur. Bah moi, le message que je voudrais faire passer aux parents qui découvriraient que leur enfant est homosexuel ou bisexuel, c'est que oui, c'est votre enfant, mais votre enfant, désolé de parler comme ça, mais il ne vous appartient pas, ce n'est pas votre chose. Hein. Il a aussi sa libre façon de penser, il a aussi le droit de mener sa vie comme bon lui semble en fait. Un enfant, c'est pas un jouet. On ne peut pas contrôler un enfant comme si c'était un robot ou télécommandé, tu vois. Il a aussi ses propres idées, ses propres pensées, ses propres désirs. Commencer à vouloir le censurer et à le violenter pour qu'il fasse comme vous dites, bah, peut-être que ça va marcher, mais à un moment donné, ça va péter en fait. Dans la vie, on peut faire tout ce qu'on voudra, il y aura toujours quelqu'un pour critiquer. Il y aura tout le temps quelqu'un pour dire quelque chose. Alors à un moment, il faut vivre sa propre vie et pas celle des autres. Les gens qui vont venir nous insulter, nous lapider et ainsi de suite, finalement, ils prennent du temps dans leur vie pour venir vers nous. Donc ça veut dire qu'en fait, nous, on est heureux d'être qui on est. Je suis heureuse et heureux d'être qui je suis aujourd'hui. Et ça fait mal aux autres. Mais finalement, moi, je suis bien dans ma peau. Et vraiment, si vous êtes dans un univers toxique, fuyez-le. Fuyez-le. J'aimerais juste leur dire, vous êtes magnifiques et vous méritez le plus grand bonheur qui soit sur Terre. Et courage. I think life comes with challenges, and I think that we all have to accept that, whether we like it or not. You know, I think for me, everything happens for a reason, you know, and be patient and educate yourself and surround yourself with good people. That's the only thing that I can say. Believe in yourself, do whatever you need to do, and then everything will come towards you. Just do you. Just do you. Do you. That's it. De génération en génération, d'époque en époque, les personnes queer se sont battues de différentes manières pour trouver leur voie. Les générations anciennes inspirent les nouvelles et le cycle se répète. Si les choses évoluent, certaines réalités nous rappellent qu'il reste toujours de longs chemins à parcourir, et ce, afin de construire un avenir meilleur.